Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Tournée du président de la République dans les communes, le chef de l'État a été accueilli à Pobet, chef-lieu du département du Plateau pour l'exercice de reddition de comptes. Vous en saurez un peu plus dans ce 20h. Les Béninois de la diaspora évaluent la gouvernance du président Patrice Talon. Une conférence mondiale a réuni par visioconférence des membres de divers regroupements issus de plusieurs pays. Et puis le 5 décembre, c'est la journée mondiale des sols. En prélude à l'événement, un colloque scientifique sur les sols a été organisé par la faculté des sciences agronomiques de l'université d'Abomey-Calavi. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h. Dans le département du Plateau, le président de la République a visité Pobet, chef-lieu du département qui cherche encore ses marques. Les détails de James William Bagidi, Ernest Tetegou et Mohamed Bio. Ville de Pobet, chef-lieu du département du Plateau depuis 2016. La cité en quête des attributs dus à son rang entame doucement sa reconstruction. Ici émerge un stade omnisport. Les réseaux d'eau et d'électricité s'étendent et s'améliorent. C'est donc tout naturellement que lorsqu'il arrive sur les lieux des échanges prévus entre les forces vives de la localité et lui, dans le cadre de son périple national, Patrice Talon est accueilli dans une grande ferveur. Serrez les ceintures. Monsieur le Président de la République, nous n'avions pas tous compris que c'est pour construire un Bénin de fierté nationale. En effet, avec le programme d'action du gouvernement, la commune de Pobet a bénéficié de l'implantation du pôle 6 de l'Agence territoriale pour le développement agricole ATDA, la construction d'un stade omnisport, l'installation du gazon synthétique sur notre terrain de football, la construction d'une centrale solaire photovoltaïque, la dotation en cantine scolaire au profit de 57 écoles primaires publiques, le recrutement en cours d'agents qualifiés au profit de la zone sanitaire Pobet Adjawere Ketu. Les populations de votre commune me chargent de vous dire qu'elles ont leurs regards encore tournés vers vous pour d'autres doléances. Il s'agit de la relance et de l'achèvement des travaux de l'hôpital de zone Pobet Adjawere Ketu, abandonné depuis 2011. Si Pobet n'est pas en rade du processus de développement lancé au plan national, le constat global est plus porteur d'espoir encore. L'essentiel était que le Bénin puisse enfin se prendre en charge, prendre son destin en main. On donne la preuve qu'enfin, nous avons commencé par régler nos problèmes les uns après les autres. Qu'enfin, plus rien ne sera une fatalité pour nous. Parce qu'en 5 ans, nous pouvons donner la preuve que nous sommes capables de relever ce défi.
L'occasion est saisie par le président de la République pour insister ici sur la nécessité pour le Bénin de promouvoir la formation technique et professionnelle. Nos enfants qui sortent du système éducatif, que ce soit à niveau universitaire, niveau secondaire, ou même jusqu'à niveau, si même un enfant sort au niveau CEP et veut aller dans la vie active, sur 100 enfants, 100 personnes qui sortent du système éducatif pour entrer dans la vie active, plus de 70 sont formés à la culture générale. Moins de 30% sont formés au métier. Et quand je dis métier, je mets dedans tous ceux qui sont formés en médecine, infirmiers, sages-femmes, comptables, secrétaires de direction. Ça, c'est dans les métiers. Mais quand on parle de métiers moins intellectuels, plus pratiques, comme ceux qui sont formés au métier électronique, électricité, de mécanique, plomberie, des choses dont on a besoin au quotidien. Il n'y a pas 1%. Le Bénin ne forme pas 1% au métier pratique. La création d'emplois requiert qu'il y ait de la main-d'œuvre qualifiée. Si nos enfants sont formés au métier, nous aurons des milliers de créations d'emplois techniques pour les utiliser. Je viens du secteur privé, des entreprises. On sait que c'est la première condition pour aller ouvrir une entreprise quelque part, main-d'œuvre qualifiée. Nous devons changer le modèle éducatif. Le gouvernement s'y est mis déjà, depuis bientôt 2 ans. Nous avons lancé des études pour identifier les filières nécessaires, utiles, dans lesquelles il peut y avoir rapidement de l'emploi ou de l'auto-emploi. Les financements nécessaires sont déjà mobilisés. D'ici quelques mois, nous allons démarrer la réhabilitation de nos écoles techniques qui sont un peu partout, mais qui ne sont pas fonctionnelles. Les réhabiliter, les équiper et les rendre opérationnelles. Et en construire des dizaines dans le pays entier. Nous allons donner la priorité à la construction d'écoles de métiers, plus que les écoles de formation générale. Nous allons orienter nos enseignants vers les métiers. Et si vous avez suivi, il y a quelques jours, nous avons envoyé une série de professeurs en France pour aller se faire former, pour revenir comme professeur de mécanique, électronique, froid et consorts. S'il n'y avait pas Covid, cette année, c'est peut-être 200 ou 300 qu'on aurait envoyés en formation. Et comme nous savons que les solutions arrivent pour le Covid, d'ici l'année prochaine, Inch'Allah, nous allons pouvoir envoyer peut-être ceux de cette année. Le reste et ceux de l'année prochaine, peut-être 500 vont partir en formation. Et l'année d'après, pareil, parce que c'est plusieurs centaines qu'il nous faut. Quand les écoles seraient finies d'être construites, équipées, il faut que ces enseignants soient déjà revenus pour pouvoir prendre les enfants dans ces écoles-là. C'est une dynamique qui nécessite beaucoup de moyens, qui n'est pas visible, mais qui nous permettra, à terme, de restructurer notre pays, l'éducation des enfants, leur formation et régler le problème de chômage au Bénin. C'est à l'actif de ce que nous avons fait ensemble pendant les 5 ans. J'ai le devoir de vous rendre compte de cela et vous dire que ce qu'il faut faire pour le pays, ce n'est pas seulement ce qui est visible aujourd'hui. Si on travaille comme ça, on ne va jamais développer le pays. Il faut aussi faire ce qui est nécessaire pour demain, après-demain, même si les populations ne voient pas. Même si on ne vous félicite pas pour ça, au moins à la fin, vous savez à votre conscience que vous avez fait du bon travail. C'est ça aussi le bilan d'un mandat. C'est ça aussi le bilan d'une dynamique commune. Vous nous avez chargé de faire ce qui est bon, utile, même difficile. Vous vous rendez compte qu'avec votre argent et vos efforts, le gouvernement met en œuvre ce qui est indispensable pour la nation, pour notre génération et pour les générations à venir. Il y a lieu de redresser le Bénin et d'inculquer à chacun de ses ressortissants l'amour de la patrie et le respect du bien commun. Le chef de l'État l'affirme à chaque étape de sa tournée,
tel que le bilan fait de sa gouvernance en est l'exemple incarné. Intéressons-nous à cette audience au cabinet du président de l'Assemblée nationale. Le représentant résident du réseau des chambres des experts européens, département Afrique de l'Ouest, est allé présenter le réseau au président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavono. Regardez. C'était de présenter notre organisation au président de l'Assemblée nationale, notre mission de ce que nous voulons apporter à l'État béninois et à la jeunesse béninoise. Nous sommes une ONG, en même temps une mission diplomatique. Et donc nous avons dans notre réseau des investisseurs qui sont manifestés pour le Bénin, qui voudraient venir investir au Bénin. Et aussi en même temps, nous sommes une organisation, comme je l'ai dit, nous œuvrons dans l'humanitaire. Et nous menons beaucoup d'actions humanitaires, notamment la construction des édifices sanitaires, scolaires, et aussi la formation de la jeunesse à l'entrepreneuriat. Très très admirable. Et je voudrais profiter de l'occasion pour le remercier infiniment de nous avoir accordé cette audience. Je vous l'annonçais dans les titres. Les Béninois de la diaspora scrutent la gouvernance du président Patrice Talon à l'occasion d'une conférence mondiale qui a réuni par visioconférence les membres de divers regroupements. Les efforts et les réformes mises en œuvre par le gouvernement ont été salués. Le récit de Ricardo Loïc Pécou. Le Bénin sur la voie du développement, défis économiques et diplomatiques. C'est le thème autour duquel s'est tenue cette conférence mondiale. Les Béninoises et Béninois de la diaspora, engagés pour le développement du Bénin, ont analysé les réformes mises en place par l'exécutif. Dans un premier panel, le communicateur s'est penché sur la planification et la programmation du développement à l'ère de la rupture. Nous avons globalement aujourd'hui, quand nous prenons le programme d'investissement public, nous avons globalement plus de 3 000 chantiers qui sont ouverts. Alors, voilà un peu, lorsque nous prenons la carte du Bénin, l'ensemble de ces projets d'investissement public et les chantiers qui leur sont associés sont programmés automatiquement sur une carte du Bénin. J'ai capté l'image ici que je partage avec vous et qui montre comment est-ce que ces chantiers sont disséminés sur l'étendue du territoire national. Le directeur général de l'Agence de promotion de l'investissement et des exportations APIES a aussi présenté aux panélistes les stratégies mises en œuvre pour dynamiser les exportations et promouvoir la destination Bénin. Dans un premier temps, nous n'avons pas les compétences. Dans un premier temps, nous ne sommes pas un pays attractif. Le Bénin n'est pas un pays attractif pour les investisseurs. Donc, nous devons amorcer la pompe. Et pour le faire, nous sommes obligés de leur proposer des avantages qu'ils ne peuvent pas trouver ailleurs. Le gouvernement de la rupture est donc, selon les conférenciers, sur la bonne voie pour le développement du Bénin. La diaspora entend poursuivre sa mission, celle d'accompagner l'exécutif dans la mise en œuvre de son programme d'action. Pour relever ces défis, il est fondamental, aujourd'hui, plus que jamais, de reconnaître et de réaffirmer le rôle de la diaspora en tant qu'actrice de développement dans le dialogue national. La coordination Nouveau Départ Diaspora Bénin projette pour très bientôt une nouvelle conférence pour analyser les réalisations du gouvernement du président Patrice Talon. Le nouvel ambassadeur de la Chine près le Bénin était hier avec plusieurs membres du gouvernement au ministère du Plan. C'est dans le cadre de la concertation annuelle sur la coopération bilatérale entre le Bénin et le Japon. Jean-Claude James Edmond. Une rencontre présentielle de quelques heures pour s'intéresser aux orientations à donner à la coopération entre le Bénin et le Japon. Au cœur des débats, différents sujets d'intérêt pour les deux parties. Le ministre des Affaires étrangères l'a rappelé, il y a le projet de construction de l'échangeur de Vedokor. Je crois qu'on en a suffisamment parlé. Le deuxième, c'est le projet de renforcement des systèmes d'alimentation en eau potable. Nous sommes largement avancés dans la mise en œuvre de ce programme et je souhaiterais que le volet qui est pris en charge par le Japon puisse être donc accéléré. Le troisième sujet, c'est un sujet sur la question d'un appui budgétaire. Nous souhaitons que ce dossier puisse connaître une accélération dans sa mise en œuvre.
Enfin, le quatrième sujet, c'est celui par lequel j'ai commencé, la formation professionnelle, qui est la réforme la plus importante en termes de capital humain que nous voulons entreprendre ces temps-ci. À ce propos, la formation des formateurs en mécanique automobile est déjà une réalité et au profit des jeunes béninois, un programme de master en technologie numérique au Japon va démarrer bientôt. Des initiatives pour répondre aux souhaits du président Patrice Talon lors de la 7e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, a rappelé le diplomate japonais. Il rassure les autorités béninoises de la disponibilité de son pays. Les relations diplomatiques entre nos deux pays sont au beau fixe et je voudrais profiter de l'occasion pour remercier le Bénin pour les divers soutiens apportés au Japon. C'est aussi le moment de féliciter le Bénin pour les courageuses réformes engagées et qui conduisent à la stabilité sécuritaire économique nous permettant de poursuivre notre coopération bilatérale et multilatérale dans une bonne ambiance. Le Japon souhaite redynamiser davantage les relations d'amitié et de coopération entre nos deux pays. La porte du Japon reste et restera toujours ouverte pour le Bénin, étant donné que l'ambassade et le bureau du JICA travaillent en synergie dans ce beau pays. La coopération entre le Bénin et le Japon est vieille de 60 ans et depuis 1960, elle contribue à l'amélioration des conditions de vie des populations. Rendons-nous à présent à Grand Popo où le conseil communal rend compte de sa gestion aux populations, un exercice de reddition de comptes qui porte essentiellement sur la gestion des ouvrages d'eau dans l'arrondissement d'Avlor. Compte rendu, Toyon Doudedi Fatina. Cette reddition de comptes a pour thème gestion des ouvrages d'eau dans l'arrondissement d'Avlor, réalisation, difficultés et approche de solutions. L'accessibilité à l'eau potable est un véritable problème pour les populations de la Bouche du Roi. La gestion des ouvrages d'eau est tout aussi problématique. Nous sommes là et vous êtes là parce que nous avons l'obligation d'assumer un devoir. Vous également, vous avez l'obligation de savoir la mission que vous nous avez confiée, comment cette mission, nous l'assumons. En réalité, c'est ça, la reddition de comptes. Le décor est planté. Les 9 villages de l'arrondissement d'Avlor sont inégalement approvisionnés en eau potable. Si certaines populations utilisent l'eau de la Soneb, d'autres sont pourvues de forages dont l'eau est salée. Il y en a même qui n'en trouvent pas. À cela s'ajoute la fermeture de plusieurs forages pour, entre autres raisons, non-paiement de factures. Les populations formulent cependant des recommandations. Le conseil communal prend note et promet les évaluer. L'objectif du maire est d'offrir à toutes les populations de l'arrondissement d'Avlor de l'eau potable, mais avec la participation effective des administrés. Et le maire vient d'arriver et nous avons prévu dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet et l'accompagner pour cet exercice que nous venons de réaliser. C'est justement la raison pour laquelle nous avons décidé d'appuyer et de financer aussi cette activité pour améliorer le service public de l'eau au niveau de la commune de Grand Popo, de façon spécifique l'arrondissement d'Avlor, qui est une zone lacustre où la population a besoin véritablement de l'eau potable. Cette rencontre de reddition de comptes a eu lieu avec le soutien de l'ONG Grâce. Ramanou Zakari, coordinateur du projet PASSIP, financé par le programme REPASOC de l'Union européenne, offre à l'occasion des filtres d'eau. Son action vise à améliorer le quotidien des populations. Pendant ce temps, la Direction générale du Trésor organise une série de formations au profit des agents de la trésorerie et de la comptabilité publique. Les échanges leur permettront d'avoir une meilleure compréhension du compte unique du Trésor. Les détails de Génial Afouda, Monsi Agboka et de Ramatou Lawane. Les acteurs de la trésorerie et de la comptabilité publique renforcent leur capacité sur le dispositif du compte unique du Trésor, CUT.
2 jours de formation au cours desquels ils apprendront à mieux utiliser cet outil de gestion de la trésorerie, désormais à l'actif des nombreuses réformes en cours dans ce secteur. Induite par l'application des dispositions de la loi numéro 2013-14 du 27 septembre 2013 relative aux lois de finances, en ses articles 2 et 32, et de celle du décret 2014-571 du 7 octobre 2014 portant règlement général sur la comptabilité publique, en ses articles 77 et 78, cette réforme a fait l'objet d'élaboration depuis 2015 d'une feuille de route des actions nécessaires à sa concrétisation. Le CUT permettra entre autres de réduire les coûts d'emprunt, valoriser les incidents temporaires de trésorerie et encadrer les frais bancaires. Dans les pays comme le nôtre, où les comptes bancaires de l'État sont dispersés, la création d'un compte unique du Trésor devrait être l'une des priorités de la réforme des finances publiques. C'est à juste titre, d'ailleurs, que dans le cadre harmonisé des finances publiques, le compte unique du Trésor, CUT, peut être perçu comme une structure unifiée des comptes bancaires de l'État, donnant une vue d'ensemble de ses liquidités et un outil essentiel de consolidation et de gestion performante de la trésorerie de l'État. Le processus de mise en œuvre du CUT bénéficie de l'appui financier de l'Union européenne. Parlons maintenant de la Journée mondiale des sols, célébrée tous les 5 décembre. À quelques jours de l'événement, la Faculté des sciences agronomiques de l'Université d'Abomey-Calavi a organisé ce jeudi le 2e colloque scientifique sur les sols. Un appel a été lancé à l'occasion pour une meilleure préservation des sols. Gilles Donsou et Bénédicte Kossou. Ce colloque scientifique annonce les cérémonies entrant dans le cadre de la 7e journée mondiale des sols, axée sur le thème « Maintenant les sols vivants, protégeons la biodiversité des sols ». La dégradation des sols reste un phénomène inquiétant qui menace la biodiversité. La faculté des sciences agronomiques initie à travers cette journée des recherches sur la préservation des sols. 29% et 33% des terres au Bénin se trouvent dans un état de forte et moyenne dégradation. Cette dégradation est le résultat de fortes pressions qui s'exercent sur les terres pour répondre aux besoins socio-économiques des populations qui se sont accrus. La GIZ, à travers le projet ProSol, travaille pour la protection des sols pour une meilleure sécurité alimentaire. Le projet protection et réhabilitation des sols pour améliorer la sécurité alimentaire du cluster secteur vert de la GIZ s'investit depuis 2015 à accompagner les initiatives qui concourent à la gestion durable des terres. Le Bénin, comme beaucoup de pays dans le monde en général et en Afrique en particulier, fait aujourd'hui face à de véritables problèmes de dégradation des terres. Pour mieux cerner cette situation, le ProSol a commandité en 2016 auprès du laboratoire des sciences du sol, eau et environnement de l'INRAP une étude sur la fertilité des sols dans 17 communes des 4 départements, c'est-à-dire dans le Zou, les collines, Borgo et Alibori. L'Université d'Abomey-Calavi reconnaît la pertinence du thème retenu pour ce colloque et encourage les initiateurs. Il est reconnu au sol 3 fonctions essentielles que sont: le sol nous nourrit, le sol est un filtre et un tampon, et enfin le sol participe au cycle géochimique. De ces 3 fonctions, il se dégage clairement que le sol est à la base de toutes les formes de vie du terre. Cette année, le thème retenu est « Maintenons le sol vivant, protégeons la biodiversité des sols ». Le tout converge vers une gestion durable des sols adaptée au changement climatique.
Au port autonome de Cotonou, les travailleurs occasionnels et les dockers bénéficient d'un nouvel espace. C'est un bâtiment réhabilité par la Confédération des syndicats autonomes du Bénin. Le bâtiment a été inauguré ce jeudi. Les précisions de Christelle Tongodo et de Calvador Arwano. Un coup de ciseau dans ce ruban laisse entrevoir le joyau que voici. Un espace entièrement rénové destiné à plusieurs usages. C'est un espace qui nous a été attribué par les gestionnaires des dockers, qui sont représentés par le service personnel et la section de gestion des travailleurs occasionnels. Et la CSA Bénin n'a pas ménagé ses efforts pour nous aider à rénover cet espace. Nous avons vu beaucoup de centrales, mais beaucoup ne se sont pas manifestés pour aider nos camarades pour rénover ce bâtiment. Et grâce à l'appui de Voie Centrale, ce bâtiment est aujourd'hui habitable. Le geste paraît noble aux yeux des bénéficiaires qui, à l'image du donateur, restent convaincus que la lutte syndicale peut être menée autrement au Bénin. Et cette volonté d'apporter un service supplémentaire aux travailleurs par le biais du syndicalisme est tellement important dans cette ambiance où nous vivons aujourd'hui, où on considère que le syndicat est une perte de temps. Nous avons besoin d'être inventifs. Nous avons besoin d'innover pour montrer à nos travailleurs qu'au-delà du rôle revendicatif du syndicat, le syndicat peut encore être utile sur d'autres plans. Merci, cher SG, de nous avoir permis, de nous avoir donné cette occasion, de donner cette belle leçon à nos gouvernants, à nos employeurs qui pensent que le syndicat ne représente rien. Avec ce don, la CSA Bénin exprime sa proximité avec ses syndiqués pour le bien de tous. Depuis l'apparition du coronavirus, des instruments de mesure seraient utilisés pour prendre la température des populations. Cela se fait aussi bien dans les centres de santé que dans les hôtels et même à domicile. Mais l'on se demande si ces équipements sont de qualité. Le directeur de l'Agence nationale de normalisation et de métrologie et du contrôle qualité apporte des éléments de réponse au micro de Rebecca Kendiaoundé et de Ézéchiel Rampé. C'est un thermomètre qui évalue la température corporelle à travers plusieurs mesurages et affiche la valeur la plus élevée. Et comme tout instrument de mesurage susceptible d'être déréglé, volontairement ou bien involontairement, le thermomètre peut être déréglé et afficher une valeur qui n'est pas la valeur réelle, la valeur vraie. Nous allons désormais commencer par passer dans les centres de santé pour contrôler cet équipement de mesure, pour éviter que les gens volontairement ou involontairement continuent par tuer nos pauvres citoyens et qui vont dans les centres de santé pour se faire soigner. Ils payent de l'argent pour leurs soins, mais finalement c'est de l'argent qu'ils donnent pour leur mort si l'équipement de mesurage n'est pas vérifié. C'est l'ANM qui est autorisé à faire cette vérification. Je voudrais aussi profiter pour dire que les centres de santé, de formation sanitaire, que ce soit public ou privé, ils doivent faire vérifier en dehors du thermomètre tous leurs instruments de mesurage. D'accord? Quand on prend par exemple les pèse-personnes, quand vous montez dessus et que c'est défaillant, ce n'est pas vérifié à l'ANM, alors ça va afficher une valeur élevée, on va dire que vous êtes obèse et le médecin va prescrire un médicament en conséquence. Si on prend les tensiomètres, si le tensiomètre n'est pas vérifié avec l'étiquette verte de l'ANM et que ça affiche une valeur élevée alors que vous êtes hypotendu, vous avez le vertige, vous n'arrivez même pas à vous tenir debout, le tensiomètre donne une valeur élevée, qu'est-ce que le médecin va faire? Le médecin va prescrire un médicament hypotenseur et du coup il vous tue. Vous êtes hypotendu, on vous prescrit un médicament hypotenseur, vous mourrez. Donc dans les centres de santé aujourd'hui, ce n'est plus seulement des maladies qui tuent les gens, c'est aussi des instruments de mesurage. Donc tous les instruments de mesurage en dehors, en plus du thermomètre, devraient être vérifiés par l'ANM. Nous venons de commencer la sensibilisation. Nous sommes en phase de sensibilisation comme ça. Et ça vous fait comprendre aux citoyens, aux utilisateurs, qu'il est nécessaire et indispensable de faire vérifier les thermomètres. Après, nous allons procéder à la phase de répression en cas de récidive. On va saisir ces équipements-là, les détruire, au besoin de faire payer des pénalités. Et le test réglementaire qui nous donne droit à faire cela existe.
C'est l'Institut allemand de météorologie qui a financé cette activité qui est de sensibiliser tout utilisateur de thermomètres laser à les faire vérifier avant utilisation. Il y a ce que nous appelons vérification primitive et après il y aura des vérifications périodiques. Chaque année, on va vérifier pour s'assurer que l'équipement donne des informations vraies. L'écosystème numérique se développe au Bénin, de nouveaux métiers se créent au quotidien. À Parakou, par exemple, la robotique est une réalité. Michael Nouati et Bertin Adimi nous plongent dans cet univers à travers ce reportage. Lui, c'est Grégory, en plein montage d'un robot. Il est à la tête d'une équipe de jeunes aux divers profils, mais ayant une passion commune, le numérique. Gera Tech Hub Benin Septentrional, leur incubateur installé à Parakou, ambitionne de dynamiser le secteur du numérique dans le septentrion. Le métier phare en vogue ici, c'est la robotique. Prendre ce qui existe déjà chez les autres et d'adapter à notre contexte, à nous ici, à nos réalités. Nous utilisons par exemple ces robots M-Bots qui nous permettent d'apprendre aux enfants la programmation robotique, de vivre dans un monde qui sera complètement numérique d'ici quelques années. 3 programmes sont dédiés à cette vision futuriste. La formation, l'initiation et la sensibilisation des enfants et des jeunes sur l'importance des métiers du numérique, surtout la robotique. Après le montage, donc après la partie mécanique, la partie électronique, l'élève ou l'apprenant va connecter maintenant le robot à son ordinateur et lui donner des instructions. Donc, il y a plein de projets qu'on arrive à faire. On peut faire, par exemple, un robot qui assainit l'environnement. C'est-à-dire, on met en place des capteurs sur le robot, de telle sorte que chaque fois qu'il est en train de se déplacer, qu'il voit qu'il y a une feuille de papier ou un sachet au sol, il détecte, il récupère et il va jeter ça, par exemple, dans un endroit qu'on aurait déjà défini au préalable. Voilà. Donc ça, c'est un exemple de ce qu'on peut faire avec ces robots-là. Grégory et ses amis de l'incubateur Gera ne fabriquent pas encore des robots, mais ils réfléchissent déjà sur les possibilités de fabrication locale des composantes mécaniques afin de pouvoir adapter leur programmation à notre environnement. Pas seulement la robotique, la réalité virtuelle, l'intelligence artificielle, toutes ces notions, parce que ce pas des métiers qui sont encore assez développés ici chez nous en Afrique, mais c'est des métiers qui sont en train d'être créés. Donc, ces nouveaux métiers liés à l'informatique, à l'intelligence artificielle, voilà ce que nous, on a envie en fait de développer. On a envie de développer la curiosité de ces enfants vers ces outils-là, ces nouveaux métiers qui vont se créer afin que demain, qu'ils soient compétitifs sur le marché de l'emploi. La vision est là, doublée de l'engagement affiché de ces jeunes de faire du numérique un socle de développement. L'essor que connaît le secteur sous le leadership de la ministre de l'économie numérique ne manque pas de les inciter à davantage d'efforts. Les responsables de l'école professionnelle salésienne Jean Bosco de Cotonou ont échangé vendredi dernier avec des chefs d'entreprise. Ce centre de formation technique et professionnelle a voulu ainsi plaider auprès des structures pour un regain d'employabilité de ses apprenants. Les détails de Nicanor Kovi et de Louis Kodoua. Donne-moi des âmes et prends le reste. Devise de la congrégation des Salésiennes, dont la raison d'être est l'éducation de la jeunesse. Héritier de cette philosophie, les écoles professionnelles salésiennes Jean Bosco attachent du prix à cette mission, d'où la création depuis 2014 des bureaux d'emploi dans chacun de leurs centres de formation. C'est d'ailleurs dans le cadre des activités du bureau d'emploi de l'EPS Jean Bosco de Cotonou qu'est organisée cette rencontre. Une rencontre qui se veut être une prise de contact entre vous, chefs d'entreprise, partenaires ou non, acteurs de longue date du monde professionnel et nous, École Don Bosco de Cotonou, mais aussi une rencontre d'échange qui devrait nous permettre d'ébaucher ensemble un partenariat gagnant-gagnant pour une meilleure insertion de nos apprenants, de vos enfants, mais aussi pour la prospérité de vos différentes structures. L'école doit pouvoir compter sur les acteurs de la société, les entreprises et structures privées incluses. Pense-t-on à l'EPS Jean Bosco de Cotonou.
toute chose que ne désapprouvent pas les acteurs ainsi interpellés. Je pense que cette initiative, elle est louable. Parce que ce n'est que dans la communication, dans la confrontation, qu'on peut construire quelque chose de solide. Donc c'est important d'aller vers les entreprises qui accueillent les apprenants pour savoir comment est-ce que ça se passe et pour recueillir également leurs besoins. Ça c'est très important et je loue l'initiative. Pour les parents d'élèves, cette initiative tombe comme cerise sur un gâteau nommé EPS Jean Bosco, réputé, disent-ils, pour se soucier de l'employabilité des jeunes. Je pense que cette initiative, si elle avait été prise par les autres centres de formation, on aura moins de chômeurs. Il ne sert à rien de former, mais ils forment pour l'avenir. Tous ceux qui sont formés ici, ça répond à un profil. Au nom de l'insertion professionnelle de ces jeunes diplômés, l'EPS Jean Bosco a sorti ses griffes de séductrice pour emballer les chefs d'entreprise. Et cette parade nuptiale est passée par la visite des ateliers du centre au thème de la rencontre. Impossible qu'après le déployage de tels atouts, le charme n'ait pas opéré. La promotion de l'excellence au sein de la gente féminine, une priorité pour le ministère de l'Enseignement supérieur. Des prix ont été remis aux meilleurs au baccalauréat. Fufame Salomé Atadeji, Bénédicte Possou. Le bac avec une mention très bien. Au nombre de 51, ces jeunes filles ont su brillamment décrocher leur premier diplôme universitaire. Pour avoir honoré la gente féminine, elles sont aujourd'hui gratifiées. Lorsqu'on a le bac avec la mention très bien, vous n'êtes pas n'importe quelle bachelière. Vous méritez les vives félicitations. Je voudrais vous féliciter une fois de plus, mes chers enfants. Je parie que d'ici quelques années, vous allez faire parler de vous. Je vous souhaite un bon parcours et un bon résultat à la tête de ce pays. Voilà qui peut encourager ces jeunes universitaires à réaliser pour l'avenir de meilleurs résultats. Elles sont ici invitées à la persévérance. Que vous puissiez allumer cette lampe et la tenir allumée, quels que soient les bouleversements ou les perturbations du milieu universitaire dans lequel vous allez atterrir. Persévérer, car votre réussite d'aujourd'hui et votre maintien de cet effort feront de vous un modèle pour les jeunes générations pour lesquelles vous seriez des miroirs. Le succès au bout de gros efforts et de multiples sacrifices, ces lauréates en sont juste fières. Je suis très fière des résultats que j'ai fournis. Il y a parfois des divertissements, des sorties que tu as envie de faire, mais compte tenu du résultat que tu as à fournir en fin de compte, en fin d'année, parce qu'il s'agit effectivement du diplôme qui t'ouvre les portes de l'université, tu es obligé de laisser certaines choses de côté. Je suis très fière de moi-même et je remercie beaucoup la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique de nous avoir honorés ce soir. Nous lui promettons de ramener le meilleur de nous-mêmes. Je suis vraiment très contente. Je ne m'attendais pas à avoir toute cette gratification. Je suis vraiment contente. J'ai beaucoup étudié. Les parents étaient là pour m'accompagner. Surtout papa, il était toujours là pour me mettre sur le droit chemin. La promotion de l'excellence et du leadership féminin promise par la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique prend ainsi corps et pourrait contribuer à l'amélioration des performances scolaires du côté féminin notamment. Sachez, mesdames et messieurs, que la compagnie Air Burkina relance sa desserte de Libreville via Cotonou 2 fois dans la semaine. Les passagers en partance ou à destination du Burkina Faso ou du Gabon peuvent s'offrir ces services en toute quiétude avec des escales à Cotonou. Un vol inaugural a eu lieu pour marquer le retour de la doyenne des compagnies aériennes de l'Afrique de l'Ouest dans le ciel africain. Renaud Akako et Bernard Djabé. Une météo idéale et un soleil au zénith dans le ciel bleu de Cotonou.
Il serait 13h ce mercredi quand cet avion de la compagnie Air Burkina prit son envol à destination de Libreville, la capitale gabonaise. Premier vol inaugural du pavillon burkinabé pour la desserte de la ligne Ouaga-Libreville, la prise d'envol a été assurée par un équipage expérimenté dans un confort qui n'a rien à envier à celui étraîné par les flottes occidentales. La doyenne des compagnies aériennes de l'Afrique de l'Ouest a mis les petits plats dans les grands pour donner un caractère exceptionnel à cet événement quasi historique. Compte tenu du contexte pandémique, les mesures de sécurité sanitaire ont été observées pendant toute la durée du vol. Collations et rafraîchissements ont été servis aux passagers dans une ambiance détendue. Après 1h30 de vol, l'appareil s'est posé sur la piste de l'aéroport international Léon Mba de Libreville. J'ai été très heureux d'emprunter ce vol qui est très rapide et à mon avis qui aura beaucoup de succès. Donc je lui souhaite longue vie. Oui, le vol inaugural il s'est bien passé. Je l'ai trouvé assez rapide, bien tranquille et agréable. Au centre de l'aérogare de l'aéroport de Libreville, un gâteau a été coupé pour saluer le retour en force du pavillon étalon. Bon vent. Nous sommes ravis de vous accueillir dans notre famille. Nous vous souhaitons encore une bonne fois tous nos souhaits de succès et vous pourrez compter sur nous pour vous accompagner tout au long de vos opérations. Je vous remercie. Après plusieurs mois sans effectuer aucun vol, plusieurs compagnies aériennes ont déjà mis la clé sur le paillasson. Mais l'insubmersible pavillon du pays des hommes intègres plie, mais ne rompt pas. Air Burkina est de retour à Libreville et d'une manière générale en Afrique centrale. Ce vol inaugural marque le début d'un programme régulier. Et ce programme sera déroulé progressivement en fonction de la réponse du marché. Pour ce qui est de la réponse du marché, nous ne doutons pas que nous pouvons compter sur nos partenaires des agences de voyage et naturellement sur la communauté burkinabé au Gabon. Air Burkina, c'est plus d'un demi-siècle d'existence, donc plus d'un demi-siècle d'expérience. Propriété de l'État du Burkina Faso au départ, son statut a évolué au fil des années. Actuellement, la compagnie est en cours de cession à un opérateur privé qui est un investisseur américain. Cette réouverture de la ligne de Libreville rentre dans le cadre d'un projet plus vaste de développement de notre programme. Et ce développement intègre aussi des destinations internationales de long courrier telles que l'Europe, telles que l'Asie, telles que le Moyen-Orient. Donc ceci sera rendu possible avec le renforcement de la flotte que prévoit le nouvel investisseur qui prend la compagnie. Créé le 17 mars 1967, Air Burkina, à l'origine dénommé Air Volta, s'est hissé au plus haut niveau des normes et standards internationaux, ce qui lui a valu plusieurs certifications. Tout en saluant l'ouverture de cette nouvelle ligne en Afrique centrale, le patron de la mission diplomatique du Faso près le Gabon s'est réjoui de l'excellente qualité des relations qui lient les deux pays. Mais en même temps que nous nous réjouissons de l'ouverture de cette ligne, il conviendrait avant tout de rendre justice aux plus hautes autorités gabonaises et burkinabées. Son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise, et Son Excellence Roch Marc Christian Kaboré, président du Faso, pour leurs efforts soutenus de rapprochement continu entre les deux pays. La présente cérémonie traduit à bien des égards l'excellence des relations bien fraternelles qui unissent si heureusement le Gabon et le Burkina Faso. C'est parti pour des vols en toute quiétude sur la ligne Ouaga-Libreville via Cotonou. Départ de Ouaga et de Cotonou, mercredi et samedi, départ de Libreville et de Cotonou, jeudi et dimanche, à raison de 2 vols par semaine. Hors du Bénin, l'ancien président français Valéry Giscard d'Estaing a tiré sa révérence dans la soirée d'hier. On retient de lui l'image d'un président réformateur en Belgique. Des vaccins fabriqués contre le coronavirus vont être envoyés au Royaume-Uni. Lénaï Kagwasaou. Valéry Giscard d'Estaing s'est éteint ce mercredi 2 décembre 2020 à l'âge de 94 ans. Le 3e président de la 5e République est décédé des suites du coronavirus. Inspecteur des finances, il est élu président de la République française à l'âge de 48 ans.
homme de lettres, membre de l'Académie française et personnage iconoclaste, VGE a été un président réformateur. Il a apporté la modernité et l'audace à la vie politique française. C'est sous son règne que la France a connu le droit à l'avortement, le droit de vote à 18 ans, la création de l'euro, le divorce par consentement mutuel et les TGV, trains à grande vitesse. À l'annonce de la nouvelle de son décès, l'Assemblée nationale française a observé une minute de silence. Je viens d'apprendre le décès du président Valéry Giscard d'Estaing. Le président de l'Assemblée nationale lui rendra bien évidemment hommage. Et d'ores et déjà, je vous propose, en sa mémoire, une minute de silence. Dans les rues de Paris, de Bordeaux et de plusieurs autres villes françaises, les citoyens se souviennent de leur ancien président. Une tristesse de la perte d'un homme pareil qui a compté énormément au niveau national et puis sur le plan européen, même si sa constitution n'est pas passée, il a fait énormément pour l'Europe. Les Français en parleront toujours. À l'école, on apprend qui ont été les présidents, etc. Donc je pense que ce sera toujours partie intégrante de notre vie. Valéry Giscard d'Estaing nous a marqué en tant qu'éboueur, en tant que président, nous les éboueurs, parce que c'est le seul président qui a pris le petit déjeuner avec nous. Voilà, il était très sympa, il était proche des gens, voilà. Ça reste un président qui a marqué les temps et historique. On a des images, son image qui reste, bien sûr, c'est son au revoir très connu, mais également ce qu'il a mis en place. Il était proche des gens, des images où il allait manger chez les gens. C'est l'image qui reste très proche du public. On a eu la chance d'avoir la majorité à 18 ans. Moi, je ne l'ai pas connu en tant que président. Après, je sais qu'il avait de très belles choses, notamment le droit à l'avortement. Mais après, ça s'arrête là, malheureusement. Toujours en France, l'ancien ministre Claude Guéant a été mis en examen pour association de malfaiteurs dans l'affaire d'un possible financement libyen de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007. En Belgique, l'usine Pfizer de Pousse produit les vaccins contre la Covid-19 qui seront convoyés vers le Royaume-Uni. Ce pays est le premier au monde à autoriser le vaccin de l'allemand BioNTech et du géant américain Pfizer qui sera disponible dès la semaine prochaine, a annoncé le gouvernement britannique. Dans un sifflement qui rappelle le bruit d'une fraise de dentiste, un maître tatoueur s'applique à recouvrir la marque du gang sur la peau de ce détenu philippin. C'est dans le cadre d'un programme de l'administration pénitentiaire contre la violence carcérale. Ce sera tout, mesdames et messieurs, pour ce journal. Merci pour votre attention. Retrouvez à 23h30 Estelle Pazou pour le JT Soir.